L'autodétermination renvoie au droit des personnes de soutenir leur vie, de construire une vie de qualité, une vie autonome le plus longtemps possible. J'accueille pour la prochaine table ronde Madame Nauclair, conseillère communautaire, Madame Boulan, qui est coordinatrice de la filière gériatrique du territoire de la Joie, Monsieur Verbrugge, qui est ergothérapeute au centre de ressources territoriales, et Madame Rouault, qui est bénéficiaire du centre de ressources. Un grand merci à chacun d'entre vous. Je vous laisse vous installer. Cette table ronde a pour mission, comme vocation, d'éclaircir les moyens, les postures qui permettent de favoriser l'autodétermination dans cette notion de parcours qui est forte, dans une volonté d'accompagner la personne tout au long de sa vie, donc que ce soit dans son lieu de vie du domicile, que cette transition d'entrée en établissement, la vie en établissement, mais aussi comment on soutient la vie au domicile, quels moyens on met en œuvre pour répondre à la volonté de la personne âgée, de la personne en situation de handicap, de continuer à vivre au sein de son domicile, au sein de la cité. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Sylvie Nauclair et je suis actuellement donc, adjointe au maire d'Arras, plus particulièrement donc, pour la santé des personnes en situation de handicap et des personnes, les seniors, et également vice-présidente du C16 d'Arras. Je ne vais pas reprendre les concepts de détermination, bien évidemment. Je vais vous expliquer quelques pans de ma vie professionnelle qui font que j'ai pu participer à divers projets et qui sont plutôt donneurs d'espoir pour justement la vie à la fois de personnes en situation de handicap et aussi de personnes qui avancent en âge, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, dans ma vie professionnelle, j'ai été directrice d'une grosse association d'aide à domicile qui avait un SAD et un SIAD. Et grâce à ce parcours, eh bien, je me suis retrouvée dans une belle aventure qui a été celle de l'accompagnement de personnes trisomiques, de jeunes trisomiques, avec la volonté des parents qui, dans leur combat, pensaient à l'après-parent, en se disant, on ne sera pas toujours là, il faut prévoir, anticiper l'avancée en âge de ces personnes trisomiques qui étaient chez leurs parents. Et mon aventure a commencé en 2010. J'ai été incluse donc dans un groupe de travail avec des personnes de Pas-de-Calais Habitat, je vous ai cité, qui, sollicitées par une association, eh bien, alors qu'ils étaient en train de réhabiliter un site de la ville d'Arras, qui est l'île au Bon-Secours, eh bien, ont décidé d'aménager des logements à la hauteur de personnes trisomiques. Donc ça a été Pas-de-Calais Habitat, donc cette association, je peux la nommer, c'est la honneur, mon association à moi, et puis encore d'autres personnes à l'époque qui avaient des gens du public, ça n'existe plus. Il y avait des gens du conseil départemental, bien évidemment, qui étaient aussi présents, étant donné que le handicap fait partie de leurs compétences. Et puis on a avancé. Et en 2011, eh bien, nos 12 adultes trisomiques étaient arrivés dans leurs appartements. Je dis adultes, parce qu'ils étaient majeurs. C'était une condition, bien évidemment, pour qu'ils puissent être... je vais parler d'autonomie, mais je vais vous expliquer ce qu'est l'autonomie au départ. Donc, en effet, l'autonomie de départ, eh bien, c'était un accompagnement. Donc, les parents étaient tout à fait conscients du pouvoir d'agir de leurs jeunes, pouvoir d'agir différent selon la trisomie qu'ils avaient. Certains savaient s'habiller, certains ne savaient pas, ne pouvaient pas réaliser que quand il fait froid, eh bien, il faut mettre un vêtement, quand on ne sort pas avec une robe à bretelles, par exemple.
Certains savaient se débrouiller pour manger, mais ils ne savaient pas se préparer un repas. Certains savaient compter, d'autres savaient lire, etc. Donc, ce qui veut dire que les aides à domicile donc, qui ont été mises en relation d'accompagnement donc, avec ces jeunes trisomiques, eh bien, il fallait s'adapter, adapter au départ tout l'accompagnement, leur spécificité aux spécificités de chaque jeune. Et puis on a avancé comme ça. Je pourrais être encore plus. Et puis ce qu'il fallait dire également, c'est que ces jeunes auraient pu avoir la prestation de compensation du handicap, par contre ils ne l'avaient pas, puisqu'ils ne rentraient pas dans les bonnes cases. Avec la PCH gérée par une grille où le fait de manger seul, de manger seul, ça ne veut pas dire qu'on sait se faire à manger. Et le besoin, il était dans la préparation du repas. Bon, c'est un exemple. Bon, je vous rassure, on a avancé depuis. Mais c'est important de reprendre les histoires. Après, donc, on a continué, on a cheminé, les aides à domicile, etc. Et puis, on s'est posé, on les a regardés, on a observé cette même petite équipe de 12. On a écouté l'oreille de tout à l'heure. Et puis aussi, eh bien, on s'est posé des questions, toujours en pensant leur avenir. Le président de l'association est bien sûr très partie prenante et vraiment, pour lui, c'est un combat de 40 ans, hein, puisque sa fille a maintenant 40 ans. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, c'est bien ce qu'on fait, mais ça va pas. On va faire autrement. Donc c'est là où on a décidé, ils ont décidé, dans la partie, eh bien, de faire un pôle d'accompagnement et que les jeunes, puisqu'ils avaient évolué, ils commençaient à se débrouiller de plus en plus seuls, eh bien, en fonction donc, de leur demande, il y avait un pôle d'aide à domicile qui était présent, et puis, bon, voilà, c'était un droit de tirage, si j'ose dire, d'aller chercher donc l'aide à domicile pour faire quelque chose. Donc ça a fait évoluer tout ça. Et je dois dire que maintenant, cette aventure, elle est extraordinaire. Nous avons parlé ce matin de prise de risque. Et en effet, certains ont dit, ils sont cinglés, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Franchement, et c'est vrai. On a eu quelques petites aventures qui ont fait que, bon. Et d'un autre côté, le fait de l'accompagnement, le fait également que les jeunes trisomiques qui ont grandi adultes ont grandi aussi, bien évidemment, avec le projet. Ils se sont mis à travailler, ils se sont mis à avoir des relations sociales, des relations amoureuses, des relations tout bêtement entre eux, et en faisant des petits, parce que le projet perdure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que maintenant, il y a des différentes personnes handicapées, plus uniquement des trisomiques. Il y a donc une colocation à l'habitat partagé, il y a d'autres logements, il y a toute une équipe qui travaille et qui est là, à la fois donc thérapie, psychologie, orthophonie, etc., etc. Donc des professionnels, et puis aussi donc une bienveillance, un bien-être apporté donc à tous ces jeunes. Encore un nouveau lieu qui s'appelle le Perchoir, qui est un tiers-lieu, et maintenant également un groupe d'entraide mutuelle porté avec l'ARS, et on a parlé aussi tout à l'heure avec monsieur de l'ARS, une facilitrice. Donc, ce qui permet, puisque là je vais reprendre ma casquette d'adjointe au maire, eh bien c'est de encore globaliser. Nous avons, nous, au sein de la ville, des personnes qui viennent nous voir avec des difficultés pour leur enfant en situation de handicap.
enfant ou adulte, notre facilitatrice donc, va pouvoir, eh bien, par ses compétences, ses relations, son réseau, faciliter justement cette avancée en âge de l'ensemble de nos personnes handicapées. Donc je pense que c'est important d'en parler, c'est important de prendre en compte, quels que soient les territoires, ce type de volonté d'agir en s'appuyant vraiment sur le pouvoir d'agir des jeunes. Alors évidemment, là, mon expérience, celle que je connais mieux, elle est vraiment avec les personnes trisomiques. Maintenant, le fait d'accompagner aussi d'autres établissements et institutions, je m'aperçois que d'autres handicaps peuvent aussi, alors d'autres personnes en situation de handicap, pardon, sont aussi tout à fait en capacité d'aller plus loin dans leur vie. Alors maintenant, et j'en arrêterai là, la question c'est l'avancée en âge de ces personnes en situation de handicap, parce que ce serait vraiment dommage, vu le parcours qu'ils ont effectué jusque maintenant, ce serait vraiment dommage qu'ils repartent ou qu'ils aillent pour la première fois dans une institution, parce qu'ils ne sont pas adaptables à l'institution. Ça, c'est un postulat. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête, et c'est un petit clin d'œil à l'ARS, au département de plus là, mais franchement, je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, autodétermination, les personnes vieillissantes, alors on arrive à sa retraite, et importance donc de la préparation à la retraite. Alors c'est là-dessus qu'on travaille sur la vie d'Arras. Madame tout à l'heure du conseil départemental l'a bien dit, 80%, elle a même dit 85%, j'ai dit 80%, des personnes souhaitent vieillir à leur domicile. C'est fort bien, c'est légitime. Maintenant, dans le concept d'autodétermination et d'accompagnement, les élus d'une ville qui sont en proximité de leurs habitants, pour moi, se doivent d'être facilitateurs de cette avancée en âge, et puis également de leur permettre d'avancer. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire sur la ville d'Arras en ce moment, avec la création de la maison des seniors. On a déjà quelques... En fait, c'est un pulse qui est en train de se construire. On a commencé donc par faire une belle salle qu'on appelle la salle de créativité qui permet, et on a aussi fait une assemblée de seniors dans la ville d'Arras, en train aussi de grossir. Assemblée de seniors composée d'usagers et aussi d'associations centrées sur l'autonomie, sur le sport, sur la culture, etc. Donc une assemblée de seniors assez costaud. Et puis, donc cette salle de créativité permet les réunions, belle salle, etc. Et grâce, en plus, autre pièce du puzzle, grâce au conseil départemental et de la commission des financeurs, l'action, nous avons répondu à un appel à projet qui est donc la création d'un espace témoin. Donc cet espace témoin, nous l'avons fait donc à la résidence autonome, la résidence Soleil. Il est opérationnel actuellement, donc c'est un appartement apprenant, tout à fait équipé, adapté pour que les personnes puissent venir voir. Donc il s'adresse aux personnes, aux habitants, aux aidants, en fait aux personnes en situation de handicap, toute personne qui donc aurait besoin de voir comment faire pour adapter son logement, pour y vivre le plus longtemps possible. En même temps, la présence de la maison d'habitat durable qui permet donc la recherche de financement nécessaire.
Donc tout ça, c'est en train d'avancer. Opérationnel pour l'espace témoin. Et ensuite, donc, cette maison des seniors qui sera un tout avec un tiers-lieu d'accueil, d'information, d'orientation, de transmission intergénérationnelle. Tiers-lieu qui ouvrira très bientôt en décembre, qui va permettre, pareil, de préparer sa retraite, de trouver des activités, parce qu'on est convaincu que le lien social, l'activité, eh bien, permet de mieux vieillir. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit avec des seniors les plus heureux, les plus... De toute façon, il faut... Alors, c'est peut-être une utopie, hein, mais je crois que pour faire des projets, il faut aussi avoir un petit élan de bravoure, d'être autodéterminé, voilà, un peu de folie. Et puis de penser que c'est important voilà, d'éviter les gros soucis de santé qui quelquefois peuvent se résoudre assez facilement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour rebondir sur ce que disait monsieur de l'ARS, en effet, donc à Arras, on essaye d'avancer vers l'inclusion le plus possible. On a, depuis 2020, transformé, je crois que c'est important parce qu'on a transformé notre commission d'accessibilité qui est obligatoire dans une vie, de s'attacher à l'accessibilité. On a été plus loin, c'est-à-dire que maintenant, nous ne parlons plus de commission d'accessibilité qui était quand même très réducteur. On parle de la commission d'inclusion des arrangements. Donc on l'a réunie, elle est co-présidée, puisque je la co-préside avec Éléonore, on avait sûrement déjà entendu parler. Et en fait, ça nous permet à la fois d'avoir des usagers, d'avoir nos services de la ville d'Arras sur une démarche que l'on veut transversale, et puis un ensemble de partenaires, que ce soit l'APF France Handicap, les PEP 62, voilà, l'ensemble de partenaires qui sont vraiment acteurs dans la ville, et puis des usagers, qu'ils soient en situation de handicap, ou des seniors de la ville. Et je crois que ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer, et ça entre guillemets, pour ceux qui sont avec et dans cette commission, eh bien, de partager, de se parler. Parce que c'est important de se parler. Ça ne sert à rien qu'il y en ait un qui fasse une action, l'autre fait une action, c'est important. Donc c'est une globalité. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire nos salles de change. C'est par le biais de cette commission, du partage, et vraiment on ait cette volonté ensemble de faire au mieux. Parce que la salle de change sert à la fois aux personnes âgées et aussi aux personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge. Voilà. Et on en est maintenant, donc on en a eu dans l'hôtel de ville, on en a eu dans un espace de vie sociale, une mobile, et la prochaine sera résidence autonomie avec la maison des seniors. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc je suis positive, je pense que c'est possible d'avancer, de faire bouger quelquefois les lignes. Je regarde l'ARS, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, l'ARS ne s'intéressait pas au projet d'accompagnement des personnes trisomiques. Ça y est, c'est fait. Bon, un petit peu moins. Voilà. Et pareil pour la PCH, c'était pas possible. Donc là, ça va mieux. Donc on avance ensemble et c'est plutôt de belles réussites. À travers ton témoignage, on se rend compte que la dynamique du changement est à l'œuvre et que le changement fondamental, c'est vraiment un changement d'approche de paradigme qui est désormais centré sur la personne qui est actrice pleinement de son parcours. Et on rejoint l'idée de la première conférence de se dire que c'est désormais une plateforme de service
des services qui sont mis en œuvre et qu'on mobilise en fonction du sur-mesure dans l'accompagnement, en fonction du besoin de la personne accompagnée et vraiment dans l'idée du respect de son projet de vie, de son projet d'accompagnement et qui converge chez l'ensemble des partenaires, puisqu'à la fois pour ce maintien à domicile, c'est à la fois les services d'aide à domicile, les CCAS qui sont en première ligne et puis qui œuvrent dans une dynamique également de prévention. Et à cette image, la prévention, c'est à tous les âges de la vie et bien vieillir, c'est aussi, comme le disait Mme Entraine, déjà la prévention à l'école, des tracteurs citoyens, d'apprendre la citoyenneté aussi au sein des écoles et puis après en tant qu'adulte, comment je prends ma place dans la cité, que je sois un adulte en situation vulnérable, en situation de handicap, un adulte valide, et comment je contribue, comment je peux mobiliser des services pour m'aider à avancer en âge, tout en étant un citoyen et bien vieillir. Alors, dans cette volonté, donc, M. Verger, vous êtes ergothérapeute au centre de ressources territoriales. Donc, c'est un tout nouveau service qui a un peu moins d'un an. Donc, vous m'avez expliqué que ce service qui est porté par l'EHPAD du Clos d'Inville, donc centre de ressources territoriales, c'est un bien grand mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un centre de ressources territoriales? Oui, c'est vraiment problématique du ministère. On va pouvoir aussi faire des formations pluridisciplinaires, car on est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a moi, en tant qu'ergothérapeute, on a un médecin coordinateur, on a une psychologue, une infirmière, une soignante, et aussi un coordinateur. Et aussi, sur ce volet 1, on va pouvoir aussi aider les personnes de 60 ans, par exemple, à pouvoir aménager leur domicile. Pour dire, on va faire ça comme ça, bien sur le volet 2, ce sera l'accompagnement renforcé. Donc, c'est des personnes de plus de 60 ans, avec une perte d'autonomie, donc à agir entre 1 et 4, habitant sur notre secteur, au nord Télu, à l'est, ce sera le département du Nord, au sud, ce sera la Somme, et à l'ouest, comme on est déjà sur Blainville, ce sera déjà sur notre frontière. Après, ce sera un service qui sera apporté par Saint-Paul-sur-Coise. Donc, je vous ai dit, accompagnement renforcé de la personne, c'est vraiment permettre à la personne qui le souhaite de pouvoir rester et vivre chez elle le plus longtemps possible, en sécurité. Cela comprend, par exemple, de la lutte contre l'isolement, une sécurisation du domicile avec l'ergothérapeute, un suivi nutritionnel aussi avec notre infirmière, un suivi psychologique aussi de la personne et des aidants avec notre psychologue. Donc c'est déjà pas mal. Et une coordination. Et une coordination forcément du coordinateur. Et puis donc, alors je vais vulgariser ce mais on pourrait l'assimiler à de l'EHPAD à domicile. Donc désormais, donc, sur l'EHPAD Le Clos d'Inville, il y a 30 places qui sont dédiées à cet accompagnement renforcé au niveau des personnes âgées. Et je pense que ça a changé aussi les pratiques, ça a changé aussi au niveau de la vision de la personne qui est... on parlait tout à l'heure du rapport Larocque où le fondement de dire les personnes âgées veulent vieillir à domicile et on se dit, aïe, on y est, les personnes âgées, on arrive à répondre à ce besoin et de dire comment on les accompagne en âge, même si il y a aussi cette part de risque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comment on leur permet pleinement d'être actrices de leur parcours de vie en mettant l'ensemble des ressources qui sont disponibles au sein d'un EHPAD au domicile. Tout ça apporte, comme vous le disiez, une importance au niveau de la sécurisation du domicile, de la téléassistance si la personne le souhaite. Et vous êtes accompagné de Madame Rouault, qui donc est bénéficiaire du Centre de ressources territoriales. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Madame Rouault? Il faut mettre le micro très très proche. Après une hospitalisation, je suis allée au clinique soins longue durée de Davine pendant plusieurs mois.
où j'ai rencontré Michel et d'autres, bien sûr, et qui m'ont beaucoup aidé parce que reprendre confiance en moi déjà, parce que j'étais habitée de nombreux mois, donc je n'avais plus confiance pour marcher. Même l'estime de moi, c'était assez difficile. Donc ils m'ont accompagné, ça m'a beaucoup aidé. Après, mon objectif, c'était de pouvoir retourner chez moi. Donc, j'ai eu tout un service pour mettre en place des aides. Chez moi, une ménagère, aide, portage des repas, ainsi que d'aide à la toilette, tout ça. Et d'être un peu plus autonome que je n'ai été. D'ailleurs, ça a réussi. Bravo. Oui, j'ai beaucoup évolué. Et puis, on est venu voir les aménagements qu'il y avait à faire dans la maison, entre autres. Et puis, disons, c'est plus moi. Il y a eu tellement d'évolution, tellement de. Que pour moi, c'est devenu presque normal. Mais bon, quand j'avais les visites de la psycho, de l'infirmière, de l'ergo, donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans la tête. Et puis ça m'a permis d'être, parce que je suis devenue, aujourd'hui il y a encore des progrès à faire, pour la marche notamment. Mais bon, je me débrouille quand même. Et donc un grand merci à eux, parce que vraiment. Et c'est nous qui vous remercions, parce que dans ce passage de votre vie qui a été difficile, dans la maladie, vous êtes restée actrice, puisque vous avez su dire « je veux rentrer à la maison ». Moi, mon projet d'accompagnement, mon projet de vie, c'est de rentrer à la maison. Et vous avez su aussi interroger notre médecin, nous, infirmières coordinatrices, infirmières et soignants, pour leur poser la question « comment de votre envie de retourner à la maison, comment l'institution met en place, vous aide à mobiliser les ressources nécessaires pour rendre possible le destin que vous avez choisi. » Et c'est à travers cette volonté que vous nous avez aussi permis d'avancer sur notre chemin d'autodétermination. Comment les établissements, comment les institutions, parce que vous le soulignez très bien, c'est aussi grâce aux services d'aide à domicile qui se sont coordonnés et au travail pluripartenarial qui a permis de discuter tous ensemble de cette notion de risque, de ces besoins, sur quels partenaires on mobilise pour répondre à ce besoin, et la coordination des partenaires, la mobilisation de chacun des partenaires a permis de mettre en œuvre votre souhait. J'espère que ça va encore continuer. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. En tout cas, un grand merci à vous. Merci. Et c'est cette coordination territoriale, donc on a la chance que Madame Boulan soit parmi nous ce matin, puisque Madame Boulan, que beaucoup connaissent, je pense que toute la salle la connaît, est notre coordinatrice de filière gériatrique territoriale de la Rajoie, et qui est à la fois cadre supérieur sur notre département hébergement biologique. Donc Madame Boulan, vous n'avez de cesse de mobiliser les acteurs du territoire pour favoriser l'autodétermination, le pouvoir d'agir des résidents, donc des personnes âgées. Comment vous y prenez? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre? Puisque là, on parle bien d'un parcours d'accompagnement et de soins de la personne âgée au sein du territoire. Ça veut dire que ce parcours, c'est aussi bien les partenaires du domicile qui sont mobilisés, donc tout ce qui est les acteurs de la ville, CCAS, services d'aide à domicile, portage de repas à domicile, tout ce qui est aussi les maisons sport santé. C'est aussi comment on prépare l'entrée en établissement si on souhaite ou si on a nécessité d'entrer en établissement médico-social, mais aussi comment on évite les ruptures de parcours quand on doit être hospitalisé, ou comment chacun se coordonne. Je dis les CPTS qui ont aussi un grand rôle dans cette coordination, comment chacun se mobilise, chacun des acteurs se mobilise au service du parcours de la personne âgée du territoire. Alors comment vous y prenez, Madame Boulan? Parce qu'en plus, je pense que vous avez été retenue au niveau de la Haute Autorité de Santé pour faire partie du groupe de travail sur l'autodétermination
au regard de votre expérience. Donc, nous voulons participer hier au groupe de travail. Et j'en suis ravie. Il faut parler très près des micros. Alors, moi, je voudrais juste, dans un premier temps, faire un peu d'expérience sur l'autodétermination. Déjà, le travail qui est enclenché depuis maintenant plus de 2 ans. Parce que voilà, c'est pas depuis, on a mis en route un travail, en tout cas, sur les établissements légaux et à l'échelle du territoire sur l'autodétermination. Ça a démarré en avril 2023. Où on a eu une première phase de sensibilisation au pouvoir d'agir des personnes accompagnées et à l'habitat inclusif. Là, on parlait que, effectivement, il y avait ce côté partie prenant de la direction. Effectivement, on a été formés en présence des directrices du secteur médico-social, des cadres supérieurs des établissements médico-sociaux et cadres de santé. Donc ça, c'est déjà une première étape avant même de parler de l'accompagnement des professionnels et de l'accompagnement des personnes dans nos structures. Suite à ça, on a travaillé donc ensemble, en tout cas avec l'encadrement et les directeurs du champ médico-social du GAD, de notre projet médico-social, qui est intitulé « Pouvoir d'agir au cœur de notre pratique ». Et en amont de ce travail, puisque ce projet est écrit en discipline professionnelle, nous avions travaillé avec, en tout cas présenté et échangé avec les résidents et les familles sur le rapport du défenseur des droits, qui me paraissait essentiel à cette étape. Donc notre projet d'établissement, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais effectivement c'est une phase essentielle en fait dans l'étape de l'autodétermination, puisqu'il s'inscrit pleinement sur les valeurs que l'établissement porte, donc le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive et puis la réflexion éthique. Et comme on l'a déjà dit, il place le résident comme acteur de ce projet personnalisé. Dans nos structures, on a pu aussi mettre en place notre projet d'établissement sous format graphique, donc qui permet aussi aux résidents, aux personnes accompagnées et à leurs familles de se l'approprier pleinement. Dans la continuité de cette démarche, effectivement, il y a notre responsabilité en tant que professionnel et non seulement dans l'accompagnement des personnes accueillies, mais aussi nos professionnels. Donc ça passe par l'étape de la formation. Donc nous, depuis 2025, on a ouvert des sessions de formation à une professionnelle du pôle. Elle est à destination de tous les professionnels confondus. On ne s'arrête pas à l'infirmière, mais à l'aide-soignante. C'est vraiment l'autodétermination. Ça concerne tous les professionnels qui vont intervenir dans l'accompagnement de la personne accompagnée. Effectivement, donc, la jonction, un point sur lequel on peut insister, c'est l'entrée en institution, qui est une étape parfois vécue comme une rupture. Baptiste a bien illustré aussi les alternatives. Lorsque les personnes sont placées à domicile, on a l'exemple de notre CRT, mais il y a d'autres dispositifs existants. L'entrée en EHPAD, ne doit pas être infligée, mais elle doit être pensée comme la possibilité du parcours de vie de la personne accompagnée. Ça passe par le choix de la structure. Donc nous, dans nos établissements, on a mis en place des découvertes. Les personnes peuvent faire une première étape, ce qu'on appelle la réadmission. En tout cas, l'opportunité de découvrir nos structures. Ça passe par le recueil du consentement, qui ne doit pas juste être une formalité. Et puis, l'entrée doit continuer de s'aligner avec le projet. Dans nos structures, nos résidents ont été acteurs de la mise en place. En fait, ils ont souhaité présenter leur établissement par la création de 4 jeux vidéo. Donc, ils ont été accompagnés. C'est aussi saluer les résidents qui nous ont rejoints tout à l'heure. Donc, merci à vous d'être présents. Donc, on a des résidents des structures
qui ont souhaité donc, présenter leur résidence en se disant on a des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent venir en visite découverte dans les structures, et ces capsules vidéo donc, qui existent sur chacune des structures permettent à la personnalité, à la personne qui peut faire de visite de préadmission, de découvrir à distance quelle résidence il souhaite intégrer. Donc ces capsules, comme je vous l'ai expliqué, ont été réalisées intégralement par les résidents, aussi bien du scénario, la prise de vue, et puis bien sûr avec la grande contribution du service de communication. Dans la continuité, sur un de nos établissements, les résidents ont été porteurs d'un projet. En fait, leur réflexion a émané sur le fait que un nouvel arrivant qui arrive dans la structure a besoin d'être accueilli, d'être accompagné, au-delà des professionnels. Donc, en fait, ils ont décidé de prendre l'initiative et se mettre ambassadeur de convivialité. En tout cas, tout à l'heure on parlait d'ambassadeur développement durable. Nous, c'est convivialité, on a aussi des ambassadeurs développement durable. Mais en tout cas, avec cette mission qui leur portait à cœur d'aller présenter eux-mêmes leur établissement, comme ils ont pu faire aussi lors des évaluations. Je pense que c'est aussi l'idée aussi d'aujourd'hui, c'est pour la société d'échanger avec la salle. Là, c'est vraiment des illustrations concrètes que vous nous donnez. Donc, lors de la visite, de l'ouverture de l'évaluation médico-sociale, donc ce sont les résidents qui ont présenté leur structure aux évaluatrices et qui ont aussi fait visiter leur structure. Et donc, c'est vrai que notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans la démarche de leur projet, de leur apporter comme là, le service de communication qui va se mettre à disposition pour justement atteindre leur objectif qui était plus ou moins fixé auparavant. C'est aussi dans la rédaction de leur, dans le rôle d'ambassadeur, de les aider à écrire un petit peu leur mission, la création de pages. On a travaillé pour renforcer un peu cette dynamique. On a également mis en place des assemblées générales, maintenant à peu près 2 ans, qui sont ouvertes. Alors, on les conduit une fois par trimestre par EHPAD. Elles sont ouvertes à des résidents, professionnels, à l'équipe d'encadrement et malheureusement est présente en fait aussi à ces assemblées générales, ce qui permet vraiment la remontée des informations. Donc c'est un échange libre, le résident, la parole est laissée au résident, on y échange sur les difficultés, sur les axes de réflexion, des projets. On peut y travailler parfois, notamment sur l'enquête de satisfaction annuelle, de voir un petit peu les questions avec les résidents ou d'autres projets. On a eu aussi en mai dernier, donc sur invitation de notre président du Conseil de la vie sociale, une formation de sensibilisation aux droits de liberté de la personne accompagnée, animée par M. Abraham. Donc elle était à destination des personnes accompagnées, de nos professionnels, des familles. Ça permet aussi de déployer des outils, notamment un set de table qui reprend l'ensemble des droits et libertés de la personne et qui a pu être diffusé largement de nos résidents. C'est aussi on les a pris dans le groupe dans les travaux en fait, notamment sur le process de la traitance. Nos référents soignants, suite à l'enquête de satisfaction, on s'est rendu compte qu'au final, les résidents ne savaient pas forcément comment utiliser le terme référent soignant, ça faisait pas écho. Donc on a travaillé un petit peu, on s'est dit qu'il faudrait peut-être retravailler cette fiche et qu'est-ce que le rôle du référent soignant. Et au final, ce sont des résidents qui ont créé le propre support et aujourd'hui qui est affiché dans les chambres des résidents. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de les inclure aussi même sur nos travaux pour avoir leur retour, leur réflexion et de travailler en fait aujourd'hui sur tout ce qu'on conduit. On associe les professionnels et les résidents systématiquement, même sur des ateliers de prévention,
Alors au départ, c'est vrai que ça bouscule un peu les professionnels. Quand on fait un atelier appel hygiène des mains et qu'on y convie les résidents, au départ, ça bouscule un petit peu les professionnels. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est devenu pas normal. Je pense que les professionnels, même sur des thématiques, c'est surpris que les résidents ne participent pas. On a travaillé également avec les référents toujours bien traitants, ceux qui tournent l'autonomie, ce qu'on appelle c'est le géronte, grossièrement. Ça permet de valoriser les capacités restantes et non pas se limiter à la personne qui n'est plus en mesure de faire. C'est en lien forcément avec le projet d'accompagnement et c'est un outil qui fait partie en fait de la démarche de détermination. Voilà, je vous ai parlé aussi un petit peu de l'enquête annuelle de satisfaction, donc à savoir qu'elle est co-construite avec nos résidents, donc les résultats sont présentés en conseil de vie sociale, excusez-moi, et le plan d'action est réalisé de concert avec les résidents. Pour illustrer un propos, donc les résidents, on va les accompagner dans la démarche, mais sur notre prestation lingerie, il y a des axes de travail qui nous ont été remontés. Donc, avec la direction, nous avons organisé une rencontre avec le prestataire. Quelques résidents ont pu se rendre directement sur le site, bien sûr accompagner, et puis visiter, rencontrer les professionnels de cette structure, échanger avec eux sur la prestation, en tout cas peut-être plus leurs attentes. Et puis, une capsule vidéo a également été réalisée. On l'a prévu, vous là. Voilà. Donc, le cas de plus que vous nous illustrez, c'est de dire que désormais, les résidents ont été associés à l'évaluation marché. De dire, dans le cadre de la prestation entretien l'âge résident, un marché est conclu. Et on s'est dit, qui peut mieux l'évaluer que les résidents de satisfaction et rencontre fournisseurs et puis acteurs. Donc la rencontre a permis un échange direct et a servi de point marché avec les résidents et les actes. Donc il y a une vidéo qu'on peut lancer dans une minute. Donc c'est aussi dans un souhait d'inclure le maximum de résidents que les vidéos ont été réalisées pour qu'elles puissent être diffusées pour les résidents qui pouvaient se déplacer. Et je pense que vous êtes allé encore plus loin, madame, dans votre pratique, puisqu'il y a eu un exercice, vous m'avez raconté qu'il y a eu un exercice plan-plan qui a été réalisé en associant les résidents à la cellule de crise. C'est ça, donc en amont de la saisonnière. Donc effectivement, on a réalisé un exercice plan-blanc dans le cadre du détachement d'un canicule avec quelques résidents qui se sont bien traités au jeu. Avec notre équipe de direction, effectivement, donc les résidents étaient, on a simulé
un plan blanc et étaient présents en cellule de crise. Et donc c'était chouette et on a eu des bons retours puisque l'idée c'est de pouvoir renouveler sur un autre exercice plan blanc. Avec des résidents qui ont identifié les besoins de leur structure, les ressources à allouer, tant ressources logistiques, même matériel pour faire face à ce corps limité. On voit à travers tout ce que vous illustrez que les résidents sont vraiment acteurs, sont replacés, sont centrés au centre de l'accompagnement. Si on synthétise l'ensemble des propos qui ont été tenus lors de cette table ronde, avant que je laisse la place aux questions, donc il apparaît que au final, chacun replace la personne au cœur de son accompagnement, elle est vraiment actrice, quel que soit l'âge de la vie, quel que soit son lieu de vie, que ce soit à la maison ou dans un établissement médico-social. Et si on peut faire le lien avec la première conférence, c'est de se dire qu'au final, les leviers cités par la Haute Autorité de Santé sont présents dans chacune de vos expériences, puisqu'on voit dans ce que vous décrivez le portage institutionnel qui recentre l'autodétermination au centre de son projet d'établissement et qui en assure de ce fait le socle. Il y a aussi tout ce que vous nous avez évoqué au niveau des formations, des sensibilisations des professionnels. On rejoint l'idée que le pouvoir d'agir, l'autodétermination est un apprentissage, qu'on évoque aussi ces espaces de dialogue. On n'en a pas évoqué, mais je pense que c'est le lien qui sera fait avec la prochaine conférence, aussi l'éthique, toute cette réflexion éthique qui a toute sa place au sein des structures médico-sociales, et puis qui permet de mettre en place aussi tous ces outils et de supports adaptés. Vous parliez tout à l'heure du FAC, qui permet aussi une meilleure compréhension pour tous. Et puis bien sûr l'évaluation participative qui fait partie, qui est aussi un fondamental du pouvoir d'agir. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions suite à ces échanges? Si des personnes en distanciel souhaitent prendre la parole, c'est possible également. Oui, la question, vous dites, ça fait 2 ans que vous avez lancé cette initiative. Aujourd'hui, si vous en faites un bilan, qu'est-ce que ça a changé pour les professionnels et qu'est-ce que ça a changé pour les personnes accompagnées? Est-ce que vous avez fait ce bilan ensemble? Oui, au moment d'évaluation, c'est bon, c'est moi qui pose la question. Parce qu'on était quasiment à 2 ans, donc c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps parfois de s'arrêter et de se dire, de faire le bilan avec nos équipes aussi, hein, de dire, allez, on s'arrête et qu'est-ce qu'on a mis en place. Et donc là, on l'a fait forcément au moment de cette évaluation, le sens de leur pratique professionnelle. Enfin, je pense que ça résume pour les professionnels tout, ça redonne du sens à leur pratique. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est devenu un automatisme d'inclure les résidents maintenant dans les groupes de conduite de projet. En fait, c'est une évidence. On ne se pose plus la question de se dire peut-être que là, c'est peut-être pas adapté. On travaille différents processus, le processus intime, affectif et sexuel, et ça se travaille avec le résident. Si on travaille uniquement avec les professionnels, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, et pour les résidents, effectivement, ça fait 3 ans que je suis venue sur le plan d'Arras, mais sur ces 3 ans, j'ai vu l'évolution. Aujourd'hui, les résidents ont rien que le fait de présenter l'établissement, s'approprient en fait leur structure, c'est leur chez-soi. Et puis la mission première, c'est vraiment de les accompagner, de leur donner des moyens, en tout cas de pouvoir répondre à ce qu'ils souhaitent mettre en place, développer pour que ça devienne concret. Et parfois, c'est pas forcément des gros projets, c'est autre chose du quotidien aussi. Thérèse 62 Thérèse 62 Thérèse 62 C'est toi? Ah, dommage. Thérèse 62 Raymond
TR62. Oh, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes vigoureux, vous êtes bien habillé. Oh, TR62. Oh, mince. Raymond 62. Oh, les belles moustaches. Oh, j'espère que c'est vous. Vous êtes trop jeune. Oh, c'est pas vrai. Raymond 62. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Et TR62. Oh, C'est... Vous êtes Raymond? ben vous êtes TR62. Oui, c'est moi. Oh, ben, c'est pas comme sur la photo que vous m'avez envoyée. Ben, je vous ai envoyé la photo de ma communion. Oh. Ah, c'est ça, il a trop pris sur la marchandise. Oh non, non, tout le monde me dit que j'ai pas changé d'un pouce. Ah, bah écoutez, ben, enchanté. Eh ben... On me dit toujours que je bouge bien du croupion. Oh, ben, ça bouge, pour bouger, ça bouge. Ah oui, c'est sûr que c'est place. Pourtant, j'ai 2 prothèses, mais elles tiennent bien. Ah, bon, ben écoutez, je suis ravi du coup de vous rencontrer. Enchantée. Ah, j'ai cru que vous alliez me baiser. Oh, ben, pas tout de suite. Non, la main. Eh ben, pas tout de suite quand même. Alors, je voulais, c'est bien qu'on se soit échangé, comme ça, des petits, hein. Oui. Ah ben, déjà, je me dis, mon pauvre ami, quand j'ai su que vous étiez en EHPAD, Oh, Jésus, Marie, Joseph, je me suis dit. Écoutez, il est très très bien notre EHPAD. C'est un EHPAD à Arras. Ah oui. La maison des aînés, que ça s'appelle. Ah ben, de toute façon, on a de la chance d'habiter à Arras. Ah oui, c'est. Moi, je connais l'adjointe au maire. Ah bon? Oui. Et je peux dire qu'avec sa commission d'inclusion des Arageois et Arageoises, je me sens vraiment l'opportunité et la chance de mieux vieillir et de vieillir heureuse. Ah ouais, donc j'ai bien vu en chanson, on l'appelle la Castafiore. Ah bon? Ouais, parce qu'elle chante sur son perchoir. Oh! Ouais, Oui. et vous êtes aussi en EHPAD? Oui. Oui, je suis en EHPAD. Où ça? Je suis venue avec mes copains. Où ça, vous êtes en EHPAD où? Ah, chez moi. Où ça, chez vous? À domicile. Bah comment ça, l'EHPAD, c'est pas à domicile? Ah si, vous savez, là maintenant, ils créent des concepts assez intéressants. Oui. Je suis en EHPAD, mais chez moi. EHPAD à domicile, c'est con, hein? C'est rigolo. Moi, je suis dans un EHPAD normal avec des gens où vous êtes toute seule. Ah oui, alors moi je ne m'imaginais pas comme 85% de la population vieillissante vieillir ailleurs que chez moi. Alors moi, j'aurais bien voulu rester chez moi, mais c'était pas possible, c'était plus adapté. Alors les armoires, elles étaient trop hautes, je pouvais plus me laver, parce que la salle de bain n'était pas adaptée. Je me suis pas lavé pendant 9 mois. Oh, misère! Ouh là là, votre petit oiseau, il fait tout encrouté! Ouais, je ne le voyais plus. Ah là 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 là! Alors que maintenant, à l'EHPAD, j'ai une infirmière, une aide-soignante qui me lave tous les jours, recto verso. Oh là là! Oh le coquin! Oh, eh ben vous savez que moi, ma maison non plus n'était plus adaptée. J'ai appelé le CRT, oui, je fais des cascades. C'est quoi le CRT? C'est quoi cette connerie de CRT? Oh là là! C'est un petit peu, vous voyez Valérie Damido? Oui. Redécorer votre maison. Oui. Ben c'est ça. En mieux. Oh, bah ouais. Oui, c'est-à-dire que moi aussi j'ai du beau personnel, des ergothérapeutes. Des ergothérapeutes? Oui. Bah nous aussi on a des ergots. Mais pas le reste. Ah oui. En fait, j'avais hésité aussi parce que j'avais entendu parler d'une bite à partager. Comment ça? Oui, on m'a dit. Ah, bah vous pouvez aussi aller dans la bite à partager. Ça me paraissait trop cochon pour moi. Bah, vous êtes vachement avancé parce que nous à l'EHPAD on commence à parler de sexualité et on a fait une commission. Ah oui. Ouais, on appelle ça la partouze. On a fait une commission qui commence à parler de sexualité. Parce qu'au début il prenait des décisions sans nous. Ah oui. Maintenant il est prêt en faire nous. Ah, c'est bien. Bah, c'est un petit peu. Vous êtes un petit peu ambassadeur de convivialité, quoi. Ah bah ouais, exactement. Et chez nous, on fait plein d'activités. Ah oui. On fait des balades.
On doit chercher la pièce qui manque. Ah bah c'est bien alors. Alors, parfois c'est long, parce qu'il y en a qui ont Parkinson, alors du coup, ça marche pas. Ah bah oui, ça bouge beaucoup quoi. Ah ouais, tu vois, on fait plein d'activités, et puis moi, pour rien au monde, je retournerai chez moi. Je suis bien à l'EHPAD, parce que je suis avec tous mes copains. Ah bah je comprends. Je comprends. Bah s'il vous reste des copains après la canicule, tant mieux. Bah, justement, la canicule, on a fait un plan blanc. Ils sont montés tous les radiateurs dans toutes les chambres. Ils faisaient 75 degrés dans les chambres. Ils ont appuyé sur le bouton, ils ont dit tout le monde dehors. Geneviève, elle est partie le 1er janvier, elle est sortie le 31 décembre. Mais elle s'en est sortie. Ouais. Oh, Et puis nous, on choisit nos fournisseurs. c'est-à-dire. Ben, moi, je suis mon blanchisseur, et ben, je le choisis. Par contre, pour la viande et la bouffe, j'ai pas choisi. Ah bah de toute façon la viande, ça ressemble un petit peu à la compote, hein, l'un dans l'autre. Ouais, c'est... Bon, ben... Je pensais qu'on allait pouvoir vivre ensemble, mais... Eh bien, je ne sais pas encore. Je vais faire une évaluation. Et je reviendrai vers vous. On s'évalue, et on se rappelle, et on voit si on vient habiter chez l'un ou chez l'autre. Voilà, ou si on est chacun de notre côté, puis qu'on va dire... En plus maintenant, grâce à l'adjointe au maire, comme vous dites, comme elle est bien, on pourra se balader tous les deux dans Arras. Il y a des salles de change. Oh, c'est des salles de change, alors.